Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je m'appelle Larry Leffingwell. Je suis sous-caissier à la Banque populaire de Hawkinstown. Je suppose que la plupart des gens doivent penser en me voyant, si toutefois ils pensent quelque chose de moi, que je suis un garçon insignifiant et falot. Je ne me fais aucune illusion sur moi-même. À 46 ans, je n'ai plus que quelques cheveux roussâtres. Mes yeux sont ridiculement grossis par mes lunettes au verre épais comme des culs de bouteille et mon nez forme toujours cette proéminence bizarre pour laquelle j'ai engagé bien des combats désespérés dans ma jeunesse. Mes 53 kilos sont répartis avec plus ou moins de bonheur sur un châssis d'1,62 m et mon penchant pour le whisky a eu pour effet de concentrer ce poids vers la ceinture, ce qui me donne une silhouette de quille de jeu de boules. Mais qu'importe le physique de l'homme, n'est-ce pas? C'est l'esprit, l'intelligence, le psychisme qui compte. Et pour ce qui est de la valeur, moi, Larry Leffingwell... Un matin, alors que je suis assis à mon guichet, j'entends dehors le klaxon d'une voiture devant la banque. Je jette un coup d'œil au dehors et j'aperçois l'oncle Fargo au volant d'une jolie petite voiture de sport qui me fait des signes amicaux. Blottée à ses côtés, une jolie blonde que j'ai déjà aperçue une ou deux fois en sa compagnie, mais dont le nom m'échappe pour le moment. Fargo Leffingwell. Mon oncle. L'oncle que j'idolâtre depuis mon enfance. Voilà au moins un homme qui sait vivre. Il mène joyeuse vie sans se soucier du qu'en dira-t-on et sans pour autant dilapider sa fortune tant elle est importante. Certes, j'en ignore et l'origine et le montant exact, mais je constate qu'il peut satisfaire tous ses caprices. Je ne l'ai jamais vu à court d'argent. Il ne conduit que des voitures dernier cri, voyage de par le monde, fume les cigares les plus coûteux et boit du scotch de 20 ans d'âge, comme d'autres boivent de l'eau du robinet. Et à plus de 75 ans, il fait toujours jeune. L'oncle Fargo ne s'est encore jamais marié. Sa famille se compose de 11 neveux et nièces, au nombre desquels je me compte. Tous rejetons de ses deux frères décédés depuis belle lurette. Je reconnais que je fonde beaucoup d'espoir sur le moment où l'oncle quittera cette vallée de larmes en nous léguant tous ses précieux biens terrestres. J'avoue que je suis parfois un peu impatient de voir arriver ce jour. Naturellement, il va sans dire que le plus discrètement du monde, je surveille le compte en banque de l'oncle avec le même soin jaloux que s'il s'agissait du mien. J'en connais le montant à 1 centime près et pour cause, je le contrôle tous les jours. Et il tourne en principe autour des 10 000 $, mais ça n'est là que de l'argent de poche, si l'on peut dire. Mon oncle possède en outre toute une série d'immeubles, ainsi que celui qui abrite la banque où je travaille. Il a aussi acheté des terrains. Bref, j'évalue en gros sa fortune à 200 ou 300 000 $. J'ai aussi, plus d'une fois, divisé cette somme par 11.
tenant pour acquis qu'il partagera équitablement ses biens entre ses héritiers, ce qui est une supposition raisonnable compte tenu du fait qu'il ne semble favoriser aucun de nous en particulier. Je ne peux donc compter personnellement que sur environ 25 000 $, à quelques dollars près. J'y compte même fermement, et même si j'aime beaucoup mon oncle, j'avoue que j'attends le jour de son enterrement avec la même ferveur que le passage du Père Noël lorsque j'étais enfant. Ma carrière à la banque a atteint son apogée et je ne risque pas de m'élever bien haut. Je sais que je ne serai jamais rien de plus que sous-caissier. Du papier, un crayon et 5 minutes devant moi me suffisent pour calculer le montant total de mes gains jusqu'à l'âge de la retraite. Inutile de préciser que, dans ces conditions, je ne risque guère de pouvoir réaliser mon rêve, qui est de vivre sur le même pied que mon oncle Fargo. Mais ce qui me fascine réellement, c'est son coffre à la banque. C'est moi qui m'occupe de ce service, ce qui pique d'autant plus ma curiosité. À ma connaissance, il n'y a pas touché depuis le jour où il l'a loué, voici bientôt 4 ans. Alors que contient-il, ce coffre? Des titres, des actions, des polices d'assurance, d'autres documents? Je finis un beau jour par avoir la clé de ce mystère après une suite d'événements assez curieux. C'est un vendredi, juste avant la fermeture. L'oncle Fargo passe à la banque pour m'inviter à dîner chez lui. De toute évidence, il a déjà absorbé plusieurs verres de son whisky préféré et il est, comme toujours, de très très bonne humeur. J'accepte aussitôt, promettant de venir vers 8 heures. Mon oncle habite une immense maison de style colonial, tout près de la rivière. Quand je gare mon vieux taco derrière la jolie petite voiture de sport, j'entends la stéréo qui braille à plein tube de la musique d'Offenbach. Cette musique colle parfaitement avec le personnage. « Entre donc, Larry! Entre! Nous allons passer une bonne petite soirée à écouter des disques en buvant du whisky! » Mon oncle me reçoit comme toujours d'une manière fort charmante. Quels que soient ses défauts, on ne peut pas accuser cet homme d'avarice. Sa table est, comme toujours, généreuse. Mon seul problème, quand il m'invite chez lui, c'est de retrouver ensuite ma petite chambre minable. Après le repas, fort délicieux, mon oncle débouche une nouvelle bouteille de whisky de 20 ans d'âge et nous allons nous asseoir sur la véranda qui domine la rivière, où il me régale d'anecdotes sur ses voyages tout en continuant à boire. Tant et si bien qu'à 10h30, tassé sur son fauteuil en rotin, mon oncle ronfle à grand bruit. C'est alors que, probablement sous l'effet de l'alcool, je me mets pour ma part, sans l'avoir aucunement prémédité, à fouiller la maison, et je découvre la clé du coffre de mon oncle à la banque, jeté négligemment au fond d'un tiroir de son bureau. Mon seul motif jusque-là était la curiosité. Mais il me vient maintenant l'idée qu'avec cette clé, il me sera très simple de jeter un coup d'œil dans le coffre. Chacun sait que l'ouverture d'un coffre de banque nécessite 2 clés. Celle qui reste en possession du propriétaire et l'autre, celle de la banque. Étant moi-même responsable des coffres, je dispose à présent des 2 clés. Je remettrai discrètement la clé de mon oncle à sa place lors d'une prochaine visite. Pour l'heure, j'aide mon bon oncle à gagner son lit. Il ne s'est aperçu de rien. Le lundi suivant, je guette impatiemment l'instant propice qui se présente en fin de matinée. Tout le monde est occupé. Mademoiselle Landry, la comptable, s'empresse auprès d'un client. Le directeur, M. Hotchkiss, est avec un autre client dans son bureau. Alors je me précipite au sous-sol et tout en surveillant mes arrières, je me hâte d'ouvrir le coffre de mon oncle au moyen des 2 clés. Mon Dieu! Le spectacle qui s'offre à moi fait se dresser sur ma tête le peu de cheveux qui me restent.
Mais quel est donc le contenu de ce coffre? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Sous-caissier dans une petite banque, Larry Leffingwell, 46 ans, est le neveu d'un oncle richissime, l'oncle Fargo. Ce dernier, personnage au demeurant fort sympathique, a loué dans la banque un coffre. Un coffre auquel, fort bizarrement, il ne touche jamais. L'oncle Fargo invite Larry à dîner chez lui. Profitant de ce que son oncle est ivre, Larry, poussé par la curiosité, fouille la maison et finit par découvrir la clé de son coffre. Larry, en tant que responsable de la salle des coffres à la banque, dispose de l'autre clé. Dès le lendemain, profitant de ce que les autres employés sont occupés, Larry s'empresse d'ouvrir le coffre de son oncle, dont nous allons découvrir le contenu en même temps que lui. Le coffre est plein de liasses de billets soigneusement empilés. Il ne reste pas un centimètre cube de vide et il n'y a que des billets de $100. En banquier expérimenté, j'évalue rapidement l'ensemble. Il y a là au moins un demi-million de dollars en billets de 50 et $100. Mon Dieu, un demi-million de dollars. Je suis obnubilé par le contenu du coffre et je ne peux m'empêcher d'essayer de diviser mentalement 500 000 par 11. Mais au fait, pourquoi devrait-on partager? Les comptes en banque et les biens immobiliers doivent être partagés, mais le contenu de ce coffre secret, n'y a-t-il pas un moyen? Ce coffre est le secret d'oncle Fargo et seule une fiche dans mon classeur prouve qu'il l'a loué. Une fois par an, il m'en paie la location comptant. Faire disparaître de la banque tout document prouvant cette location me serait très facile. Le cœur battant, je cours me réfugier dans mon bureau où je me prends la tête dans les mains. Bon sang, bon sang, bon sang. Nous serons les seuls, absolument les seuls, l'oncle et moi, à connaître l'existence de ce coffre si je fais disparaître cette fiche. C'est à cet instant précis que l'idée du meurtre s'impose à mon esprit. Meurtre. Le terme en soi est assez déplaisant, mais si je n'agis pas, je ne récolterai que le 11e de sa fortune à la mort de mon oncle. En outre, il est probable que ce dernier, apparemment éternel, en dépensera une bonne partie, ou peut-être même bien la totalité, avant de disparaître. Et puis, je ne rajeunis pas. Et si je veux avoir le plaisir de dépenser de l'argent un jour, il me faut me dépêcher de devenir riche. Naturellement, je n'ai pas la moindre animosité contre l'oncle Fargo, mais il faut aussi que je pense à moi et que je prenne toutes les précautions pour qu'on ne puisse pas m'accuser de sa mort. Naturellement, je veillerai à ce que tout se passe au mieux pour lui. Dès le lendemain, je mets à exécution la première phase de mon projet. Je commence par retirer l'argent du coffre, petit à petit, et je découvre à ma grande joie que j'en ai sous-estimé le montant. Je m'enrichis ainsi de 600 000 $. Avec la plus grande prudence, j'emporte les billets chez moi où je les glisse sous mon lit, dans un carton. Le jour suivant, je détruis l'affiche indiquant que l'oncle Fargo a loué un coffre. Pour exécuter mon plan jusqu'au bout, il ne me reste plus qu'à tuer mon oncle Fargo. Finalement, pour un homme un peu astucieux, un meurtre est chose facile. L'oncle Fargo a la passion des voitures de sport. D'autre part, il a plus de 75 ans. Qui s'étonnera qu'il trouve la mort dans un accident de la route? Personne. Je lui téléphone le jeudi pour lui demander si je peux lui rendre visite le soir, en lui expliquant que j'ai besoin d'un conseil. Aimable, comme toujours, il me répond de venir quand je veux. Et le soir même, il m'accueille sur le seuil, un verre à la main. « Qu'y a-t-il, mon garçon? Tu n'as pas d'ennui, j'espère ?» Je traverse le salon, je m'approche de la cheminée où je saisis le tisonnier d'un air apparemment détaché, avant de répondre « Non, non, mon oncle Fargo, non, non. »
Déjà, je me retourne pour lui faire face. À quelques centimètres de moi, il lève son verre et boit une gorgée, attendant mes explications. D'un geste vif, je lève le tisonnier et, lui faisant décrire un cercle rapide, le frappe à la tempe. Le verre s'écrase sur le parquet et l'oncle Fargot tombe à terre. Ses yeux sont remplis de peine et d'étonnement et se rivent sur les miens. Je lui assède un second coup, non par plaisir, mais il le faut, hein. Cette fois, c'est le bon. Ensuite, je conduis la voiture de mon oncle dans le chemin, je braque le volant en direction du bosquet qui borde la route, j'embraye en desserrant le frein à main et saute au dernier moment. L'accident est spectaculaire. Puis, je retourne à la maison, balaie les morceaux de verre, je nettoie les traces de sang sur le tisonnier et j'appelle la police pour signaler ce que j'ai découvert en venant rendre visite à mon cher oncle Fargot. Pour être tout à fait franc, je dois avouer que je ne me sens pas très bien en rentrant chez moi ce soir-là. Pourtant, la police n'a aucun soupçon, du moins à ma connaissance. J'ai bien sûr quelques regrets, car j'aimais énormément mon oncle Fargot. Mais j'ai maintenant tout ce que je désirais. Il faudra évidemment que je laisse passer un peu de temps avant de profiter de ma nouvelle fortune, parce que même si j'hérite du 11e des biens de mon oncle, ça ne suffira pas pour justifier le train de vie que j'ai l'intention de m'offrir avec le contenu du coffre. Un voyage en Europe, la Côte d'Azur française par exemple. Constatant que je n'ai plus de cigarettes, je décide de descendre en acheter, mais je voudrais d'abord boire un verre. J'avise ma bouteille de whisky posée sur l'étagère, je l'attrape, mais au lieu de me servir, je la vide aussitôt dans l'évier jusqu'au dernier glouglou. Un homme qui a les moyens ne boit pas de la bibine. Je puise dans la boîte en carton glissée sous mon lit un billet de 100$ et je descends chez l'épicier. « La banque vous a augmenté, Larry ?» me demande ce dernier au moment où je le paie. « Flûte, j'ai pas prévu ce coup-là. » Mais, au lieu de m'affoler, en homme intelligent que je suis, je murmure quelque chose au sujet d'un pari que j'aurais gagné. L'épicier me rend la monnaie et je quitte le magasin avec mon achat. C'est le début de la belle vie. Il me semble avoir des ailes au moment où je regagne mon appartement. Le lendemain, je donne ma démission à la banque. Oh, le bonheur d'être riche, la divine satisfaction de pouvoir faire des pieds de nez à qui on veut. Mais en rentrant chez moi, je découvre un inconnu sur le palier. Il n'est d'ailleurs pas seul. À ses côtés se tient un autre homme. L'angoisse me saisit à la gorge. Le mot « cambriolage » surgit aussitôt à mon esprit. Mais quelle absurdité, voyons, personne ne connaît l'existence de cette fortune sous mon lit. Qui songerait à venir me cambrioler, hein? Je me détends. Je viens de découvrir que la richesse rend peureux. Je glisse la clé dans ma serrure et, comme s'il n'attendait que cela, l'homme à ma gauche m'interpelle. « Monsieur Leffingwell, je suppose. »« Hein? Oui, c'est moi, monsieur. »« FBI. Dites-moi, vous avez bien payé une bouteille de whisky avec un billet de 100$ hier? »« Hein? Pourquoi, monsieur? » Le propriétaire du magasin prétend que vous avez été le seul client hier à lui donner un billet de 100$. »« Ah oui? C'est vrai, oui. » Ça fait 4 ans qu'on espère voir réapparaître un de ces billets, monsieur Leffingwell. Pourriez-vous nous dire où vous l'avez eu? Mon dos ruisselle de sueur. Je me souviens plus, monsieur. Pardonnez-moi, il est tard, il faut que je rentre. Soudain, il porte la main à sa poche. Instantanément, j'imagine qu'il veut saisir son revolver pour m'abattre. Nous allons fouiller votre appartement. Voici le mandat de perquisition, monsieur Leffingwell. Le billet avec lequel vous avez payé l'épicier hier provient de la Banque Express d'Atlanta, pillée il y a 4 ans. Dans mon esprit, la vision paradisiaque de la Côte d'Azur française s'estompe. À sa place, surgit un
paysage imprécis qui semble sentir la fumée et le soufre en fusion. Au milieu, une petite fourche dans une main et un verre de whisky dans l'autre, trône l'oncle Fargo qui se tord de rire, d'un rire démoniaque. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.